Alain Soral, bonsoir. Bonsoir. Alors Alain, le premier livre que j'ai lu de toi, c'est Abécédaire de la bêtise ambiante, il y a bien 25 ans? 2002, je crois. Pas loin. Donc, depuis, tu as une carrière que personne ne peut ignorer, mais surtout, tu as écrit beaucoup de livres, et là, tu sors un nouveau livre. Oui, qui d'ailleurs, après deux livres assez théoriques qui étaient Comprendre l'Empire et Comprendre l'époque, je retourne à l'abécédaire, c'est-à-dire en fait un recueil de textes que je classe ensuite par ordre alphabétique, ce qui donne un côté aléatoire et parfois amusant par la proximité des textes. Et donc c'est mon troisième abécédaire, oui, voilà, que j'appelle des texticules, tu sais, des petits textes, hein. Dans ce livre, quels sont puisque il y a, j'imagine, une multitude de thèmes qui sont abordés, est-ce qu'il y a une ligne directrice? Nous sommes en 2024, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le dernier texticule, justement. Quelles sont les grandes lignes que tu couvres? Ben, je reprends mes thèmes favoris et récurrents, hein, forcément, critique du système, hein, donc il y a beaucoup sur le déclin de l'Occident, et ce qui est nouveau, parce qu'à l'époque c'était moins présent, c'est beaucoup sur le LGBTisme, tu sais. LGBTisme, cancel culture, woke, hein, on voit bien ces trois choses qui s'articulent, c'est là où j'insiste le plus. Et puis montrer ouais, tous les paradoxes assez mortifères dans lesquels on est en ce moment, quoi. Hein, c'est un livre assez drôle, parce que j'essaie toujours d'être drôle dans le style, mais c'est un livre assez pessimiste. Oui, En revanche, beaucoup plus accessible au grand public. oui, parce que j'estime qu'une fois qu'on a lu Comprendre l'Empire et Comprendre l'époque, on a une bonne formation théorique globale sur cette espèce de totalité dialectique là, qui s'appelle la société telle qu'elle va et où elle va. Et là, c'est des textes que, en fait, si je fais de la petite histoire, c'est que j'accumule toujours des notes sur des cahiers que j'ai, les cahiers d'ailleurs que la police m'avait saisis quand ils sont venus perquisitionner chez moi, mais qui m'ont rendu. La différence, c'est que la France ne m'a jamais rien rendu de ce qu'elle m'avait pris il y a des années. Les Suisses, eux, m'ont rendu mon matériel de travail après l'avoir, je ne sais pas quoi, photographié, je ne sais pas trop ce qu'ils en ont fait. Donc en fait, j'avais ces notes accumulées depuis 2021, puisque 2021, c'est la sortie de Comprendre l'époque. Et j'hésitais à en faire un livre, parce qu'à un moment donné, à partir de ces notes, il faut se mettre à la rédaction. Et tu connais un peu, puisque tu écris des livres. La rédaction, c'est se mettre à son bureau. C'est vraiment un travail de quotidien qui prend des heures et des heures de tâcheron. Et en fait, j'hésitais parce qu'il fallait que je m'y mette. Et puis j'hésitais parce qu'écrire un livre, c'est toujours s'attirer des ennuis compte tenu du contenu relativement subversif. Parce que sinon, c'est pas la peine d'écrire si c'est pour répéter la même chose. Je veux pas faire tu sais, ce qu'on appelle tourner autour du pot, tu vois, du Michéa qui écrit quand même au bout d'un moment 4-5 fois le même livre, ou du Todd, tu vois, qui dit pas le qui, tu vois, il dit le comment mais il dit pas le qui. Donc j'hésitais à l'écrire. Et comme j'ai été arrêté, on m'a saisi mon matériel, on m'a mis en garde à vue, ça m'avait un peu énervé. Donc je me suis dit, bon, puisqu'on veut me chercher des poux dans la tête, ces notes, je vais passer à l'acte, c'est-à-dire rédiger, en faire un bouquin. Et en plus, comme tu le sais, j'ai été condamné à 40 jours de prison ferme pour l'affaire de la grosse lesbienne, n'est-ce pas, entre guillemets, puisque c'est condamnable maintenant d'associer ces deux mots, tu vois. Donc pour la militante queer en surpoids, je vais dire, j'ai pris 40 jours de bracelet. Et je me suis dit, tiens, bah, ces 40 jours de bracelet qui sont une assignation à résidence, je vais en profiter. En plus, en plein été, normalement, c'est le moment où tu vas à la plage, où tu te détends. Je me suis dit, puisque je suis assigné à résidence, je vais mettre à profit ces 40 jours. 40 jours, c'est très symbolique, hein. C'est les 40 jours au désert. Hein. C'est les 40 deniers. C'est biblique, oui, le chiffre 40 est très présent. Donc, c'est marrant parce qu'il m'a mis 3 mois de condamnation au départ. Et puis finalement, ils ont réduit à 40 jours. J'ai l'impression vraiment qu'il y a, tu vois, il y a vraiment la symbolique des chiffres qui hante tout ça et qui fait sens. Donc finalement, je me suis dit, tiens, ces 40 jours de retrait au désert forcé, je vais les mettre à profit pour écrire ce livre. Et j'ai mis un point d'honneur à rédiger cet ensemble de textes en 40 jours. Voilà, donc le livre est prêt. Je garde encore le titre, parce que pour l'instant, tant que j'ai pas la couve, de toute façon, quand tu mettras en ligne, je pense que tu pourras rajouter la couve. Tout à fait. Donc normalement, doit sortir avant Noël ce troisième abécédaire, qui est un recueil de texticules, comme je dis, qui traite de tous les sujets. Alors il y a aussi des textes plus personnels, il y a des textes il y a un texte sur Poutine, sur De Gaulle. En fait, c'est vraiment des notes que tu prends au jour le jour.
Et puis tu regardes ce qui mérite de devenir un texte ou pas. Là, des fois, des trucs de 2-3 lignes. Hein. Il y a des aphorismes. Je me suis autorisé ça parce que je me suis dit, après un bouquin théorique comme Comprendre l'Empire, après Comprendre l'époque, qui est peut-être encore plus théorique que le précédent, j'ai droit un peu à l'ironie socratique ou l'ironie nietzschéenne même, de ce genre de texte plus ou moins léger, plus ou moins profond, mais enfin qui font sens, quoi, voilà, et qui traitent toujours à peu près du même problème, de cette espèce de dérive dans laquelle est l'Occident collectif depuis que j'en parle, hein, puisque ça remonte à pratiquement 25 ans. Et le gros ajout, effectivement, puisque ça pouvait pas être à ce point-là dans les livres précédents, c'est tout ce qui touche au woke, au LGBT, au cancel, forcément, où là, il y en a quand même beaucoup plus qu'auparavant, puisqu'avant, on était déjà sur la féminisation, hein, jeunisme et féminisation additionnée, ça peut donner assez facilement le LGBT, donc on voit qu'on creuse, en fait, on creuse des sillons, il y a des logiques qui s'aggravent, quoi. Hein. Voilà, donc, j'espère que vous lirez ça avec plaisir pour Noël. Hein. Le lien du livre, bien sûr, sera mis dans la description. La description, c'est ce qui est en dessous de la vidéo, là où elle sera publiée. Nous sommes le 18 octobre aujourd'hui. Jour de ton anniversaire. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'on est là, parce que bien que ce soit ton anniversaire, tu m'as invité à dîner. Oui, parce que ça faisait très longtemps. Et puis, donc c'est l'occasion, pour encore peut-être quelques minutes, de faire quelques prédictions sur les mois qui viennent. Les prédictions, c'est un art difficile, mais il me semble que ce que tu as écrit il y a 20 ans, 25 ans, 10 ans, dans l'ensemble, exactement ce qui est en train d'arriver, comme un peu ce que j'ai fait dans mes propres livres. Comment tu vois les prochains mois? Nous sommes dans un moment particulièrement tendu en ce moment. C'est dans l'idée que Soral a presque toujours raison. C'est-à-dire que je me trompe un peu moins que les autres, qui pourtant la ramènent beaucoup plus, hein, dans les médias. On voit bien qu'il y a quoi? Il y a la guerre d'Ukraine, qui, comme je le dis depuis le début, par intuition et par réflexion et recherche, va se solder par une victoire de la Russie sur l'OTAN, et ce qui va avoir des conséquences assez importantes, puisque c'est la preuve que l'OTAN ne protège plus l'Europe, et en plus de la maintenir sous sa domination. Donc on a la défaite de l'OTAN, ce qui est quand même quelque chose de très important, qui s'additionne aussi à l'élection possible de Trump, ou en tout cas s'il n'y a pas élection de Trump et que Trump est volé une deuxième fois, on s'achemine vers quelque chose de l'ordre de la guerre civile aux États-Unis, hein, c'est que ça ne se passera pas en douceur. Et on voit bien que si Trump passe, sans doute qu'il mettra un terme à la guerre d'Ukraine, il n'essaiera pas de la faire durer encore plus longtemps, il négociera avec Poutine. Et sans doute d'ailleurs, il s'arrangera aussi pour des raisons d'économie, soi-disant, à essayer de limiter le poids et la puissance de l'OTAN sur l'Europe. Hein, c'est déjà parti de son discours. Donc on voit bien qu'on a l'affaire ukrainienne, l'élection de Trump, et puis évidemment l'affaire palestinienne qui est très importante. On voit bien que, quelles que soient les victoires sur le terrain de Tsahal, sur le Hamas, ces victoires sont des victoires qui vont coûter de plus en plus cher à Israël, qui se marginalisent de plus en plus, tant sur le plan d'ailleurs politique, moral que même économique. Donc c'est une victoire qui se finira d'une certaine manière en défaite, à moins qu'à un moment donné des leaders israéliens et l'intelligence qu'avait eu Rabin à l'époque de faire de ce pays un pays, on va dire, multiconfessionnel, comme le Liban d'ailleurs à côté, ce qui prouve que c'est viable, hein, puisque le Liban était un pays moderne, riche et multiconfessionnel, avant d'ailleurs que le voisinage d'Israël ne lui pose certains problèmes. Donc on voit bien que tous ces sujets sont la marque d'un moment de bascule qui approche, victoire de la Russie sur l'OTAN en Ukraine, élection de Trump qu'on ne pourra pas voler deux fois et de tout ce que ça implique dans un dialogue qui va se renouer avec Poutine et sans doute avec Xi Jinping, c'est-à-dire les trois grands mondiaux qui vont se mettre à discuter intelligemment plutôt qu'à aller vers la Troisième Guerre mondiale comme c'est en train de se jouer en ce moment. Il y a sans doute la question de Taïwan aussi, qui à mon avis va se passer en douceur à la chinoise. Hein. Il n'y aura pas besoin, à mon avis, de conflit. Je pense que Trump aussi aura peut-être l'idée de faire un peu s'éloigner de la mer de Chine, la marine américaine, qui a peut-être plus vraiment besoin de faire pression. Et puis tout ça se jouera plutôt dans des négociations économiques. Je crois que les Chinois n'ont pas vraiment intérêt et c'est pas leur tradition d'aller faire la guerre. C'est plutôt de négocier en douceur. Donc on voit bien qu'on est dans un moment de changement d'époque. Hein, Ukraine, donc Poutine, élection américaine, Trump,
Palestine, c'est sans doute là le dossier le plus inquiétant, c'est la Palestine, parce que c'est là où on a les êtres les plus radicaux. Et quand je parle des êtres les plus radicaux, je parle des Israéliens, je parle pas du Hamas. C'est sans doute ceux qui sont le moins à même de négocier et de comprendre, comment dirais-je, où peut les mener leur hubris, quoi. Et puis surtout où ils peuvent nous entraîner, parce que je veux dire, si en ce moment il y a un risque de troisième guerre mondiale, elle se passe par l'embrasement du Moyen-Orient et donc par une confrontation directe entre Israël et l'Iran avec une tentative d'implication des États-Unis. Donc on voit bien que la force qui agit pour qu'on s'approche d'une troisième guerre mondiale, eh ben, c'est Israël, et aussi en Ukraine, des gens qui sont assez proches en fait des Israéliens quand on regarde la façon dont ils réfléchissent et qui sont à leur tête. Donc on voit bien quelles sont les forces de stabilisation et de rationalité, c'est Trump, Poutine, et les forces irrationnelles et qui sont dangereuses pour l'avenir du monde, qui sont plutôt Israël et les gens qui globalement se réclament d'un suprémacisme racial, hein, qui soit comme en Ukraine néo-nazi, ou qui soit biblique. Hein. On voit bien qu'en ce moment, d'ailleurs, par la politique de Netanyahou, comme par l'alliance étrange qui est en ce moment en Ukraine, on a une réconciliation de la race des seigneurs et de ceux qui se prenaient pour la race des seigneurs et de ceux qui se prennent encore pour le peuple élu. C'est quand même une ironie de l'histoire, puisqu'on prétendait que c'était les deux forces les plus antagonistes. Or finalement, elles ont des points communs dans leur prétention et leur vision inégalitaire et relativement raciale. Et donc, tout ça fait sens, et on est dans une période très dangereuse, et en même temps une période très intéressante. Hein. Et puis malheureusement, on a la situation de la Suisse, de la France, qui fait un peu de peine, parce que la Suisse, qui normalement a un outil qui fait sa puissance et sa respectabilité depuis pas des siècles, mais des décennies, qui est la neutralité, est bêtement sortie de sa neutralité. Alors sans doute que les élites ont un peu comment dirais-je, la main sur la gorge par des puissances qui leur sont supérieures. Et peut-être des comptes en banque au Panama. Ouais, et puis aussi parce que en fait ils se sauvent eux-mêmes en sacrifiant leur pays. Mais ce qui est évident, c'est que alors que comment dirais-je, la Suisse avait une carte à jouer de par sa neutralité dans l'affaire notamment ukrainienne, elle a quand même trouvé moyen de faire une réunion à Genève où il n'y avait pas les Russes. Et donc, alors que traditionnellement ça se passait à Genève, maintenant ça va se passer sans doute à Istanbul. Donc la Suisse est en train de se disqualifier de ce point de vue-là. Elle a saisi des avoirs russes d'un point de vue bancaire, c'est très très mauvais, puisque la richesse de la Suisse vient du fait de sa neutralité bancaire et qu'elle prend, en tant que profiteuse de guerre, elle prend l'argent des deux côtés sans prendre les coups, ce qui est quand même un gros avantage. C'est qu'elle sort, au lieu de sortir ruinée de la guerre, elle sort enrichie. Ouais, il faut en être fier de ça, moi je trouve. Bah, de toute façon, c'est le génie suisse, c'est celui-là. Hein. Il y en a... Parce que la montre, c'est Besançon. Oui. La Suisse doit beaucoup à la révocation de l'édit de Nantes, hein, je le rappelle. Oui, c'est vrai. Sans la France, il n'y a pas de Suisse. Hein. Si, il y a l'agriculture de moyenne montagne. On a nos soldats. Oui, je ne crache pas dessus. Hein. Il y a une Suisse que j'aime beaucoup, et la Suisse profonde que j'aime beaucoup, et puis la Suisse des élites, en fait mondialistes, qui sont traîtres à la Suisse, hein, et que je prends dans la gueule en ce moment d'ailleurs, et qui sont très très woke, très très LGBT, très, très pro-Union européenne, c'est-à-dire tout ce qui nous amène à la catastrophe. Eux, en ce moment, ils ont envie d'y aller, alors ils en étaient pas et ils pouvaient y échapper. Là, je ne sais pas si c'est de la bêtise ou de la corruption, il faut se poser la question. Mais en ce moment, on a en France d'ailleurs comme en Suisse des élites qui jouent ouvertement contre leur propre camp, enfin contre leur peuple et leur pays, et qui d'ailleurs, il y a l'exemple de Bruno Le Maire qui est quand même très symbolique. Le type est une catastrophe en termes d'économie. On voit qu'il s'est barré en laissant une ardoise de 100 milliards par an. Oui, enfin un trou de 100 milliards c'était monstrueux. Inexpliqué. Et on voit que, alors qu'il a pratiquement fui le pays tellement il a non seulement il n'a pas que dit des conneries, il en a fait aussi beaucoup. Oui, il a écrit aussi. Il se retrouve prof à la fac de Lausanne. Ouais. C'est-à-dire que les Suisses l'engagent pour donner des cours d'économie à la jeunesse internationale de Genève, de Lausanne. De Lausanne, je dirais. À un moment donné, c'est soit de la bêtise, soit de la corruption, quoi. Je veux dire. Et là, ou les deux. Oui. Faut espérer que ce soit de la corruption quelque part. Ouais, c'est moins triste pour l'intelligence suisse. Oui. On sait que le Suisse est lent, mais de là à penser qu'il est bête, non, c'est vrai. Faut pas exagérer. Enfin voilà, donc moi je subis un peu ces deux tristesses d'être à la fois suisse et français, parce qu'en ce moment les élites et françaises et suisses me donnent pas des raisons d'être fier, mais moi, je suis un optimiste de nature, donc je crois quand même à la résilience du peuple, tu sais. Ouais, on les aura. Du peuple suisse et du peuple français. Je me battrai de ces deux côtés à la fois maintenant, puisque je suis positionné du deux côtés. Et les autres peuples aussi. Il faut que tous les peuples s'allient pour les avoir. De toute façon, on voit bien qu'il y a quand même un peuple américain profondément trumpien qui essaye aussi de revenir à ses fondamentaux et de comprendre par instinct plutôt que par
par réflexion profonde, parce que c'est compliqué de comprendre les mécanismes de la dérive, du capitalisme financiarisé. Enfin, je pense pas qu'un redneck comprenne tout ça, mais il a l'instinct de comprendre qu'on les amène, on les fait descendre plutôt que monter, et que les élites sont des élites menteuses, corrompues, décadentes. Enfin, aujourd'hui, ça se sent, ça se renifle. Ça se voit. Moi, je l'ai expliqué depuis très longtemps, mais je pense que ça se voit, ça se sent. Ça se voit, ça se sent. Et puis, surtout, le bilan est... On est passé quand même du parasitisme au pillage, là. Le parasitisme, c'est toujours tolérable, hein. C'est une marge, quoi. Il y a toujours eu du parasitisme. Mais quand les parasites se mettent à piller, là, on détruit l'outil. C'est-à-dire, on ne parasite pas l'outil de production, on le détruit. Et donc là, ça devient grave. Et il faut forcément, à un moment donné, se fâcher, se sanctionner. Oui, oui. On voit, pour donner un chiffre, l'industrie italienne est bien plus grande que l'industrie française aujourd'hui, ce qui est hallucinant historiquement. Oui, surtout que c'est quand même les gens qui avaient à charge le social en France, c'est-à-dire la gauche, à partir de 83, qui a organisé toute la désindustrialisation de la France, qui aujourd'hui ne prétend fonctionner que sur les métiers de service. Ça aussi, il faut redécouvrir ce que c'est que le productif et l'improductif. Et qu'à un moment donné, c'est dans mon prochain bouquin, tout ça. Je dis, y a un texte qui dit simplement, quand il n'y a pas, il n'y a pas. On a beau avoir de l'argent pour acheter les obus, quand on n'en fabrique pas, et que ceux qui les fabriquent, ce sont vos ennemis, eh ben on n'a pas d'obus. Et qu'à un moment donné, les Russes peuvent en balancer 10 fois plus sur la gueule. Et c'est ça qu'on a oublié, c'est qu'on peut avoir l'argent pour acheter les choses. Quand on ne les produit pas et que ceux qui les produisent n'ont pas envie de vous les vendre, vous vous retrouvez le bec dans l'eau avec votre chéquier, surtout quand en plus c'est un chéquier dans lequel il y a beaucoup de fausses monnaies. Et là, c'est là qu'on voit quand même ce qu'on appelle le primat du réel. Tu sais, l'économie réelle, le réel, ce que Lénine appelait l'éternel retour du concret. C'est qu'à un moment donné... on a beau avoir des magiciens qui partent de la microéconomie et de la mathématisation très poussée, arrivent à vous faire croire qu'on crée de la richesse sans rien faire. À un moment donné, voilà, on découvre que c'est du vent. Tu sais, comme dans le joli film là, sur le diable, tu sais, à un moment donné, ça redevient du sable. Ouais. Tu sais, c'est un très joli film à partir de Faust, tu sais. Faust. Et d'ailleurs, j'avais remarqué un truc intelligent. Donc je vais le placer. Tu sais que la City, qui est quand même une place très, très importante de ce point de vue-là, a une revue, la revue de la City. Tu sais? Et tu sais comment elle s'appelle? Ah, je ne sais pas, non. L'Alchimiste. Ah. Tu vois, quand même, ces gens-là sont... La City, qui est un pays indépendant, oui, bien sûr, dépendant de la couronne, mais mais pas d'Angleterre. L'Angleterre enlève sa couronne et ses attributs. Ça ne fait pas partie de la Grande-Bretagne, enfin l'Union United Kingdom. Dans l'État. Et ils ont cette revue qui s'appelle l'Alchimiste. Donc eux, ils font de l'or avec quelque chose qui n'en est pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ils savent très bien, puisque ce sont les maîtres de l'économie. C'est eux, mais Wall Street n'est jamais qu'une dépendance. Et on va dire l'enfant qui est devenu l'enfant doué. L'enfant qui est devenu plus grand que le père, mais je veux dire, c'est à City que tout s'est joué, ce qu'on appelle l'Empire, hein, l'alliance du prince et de la banque, qui a donné l'épopée anglaise, et notamment cette alliance Reine Victoria d'Israéli, tu sais, c'est assez facile à comprendre. Hein, et c'est très important de comprendre que leur revue d'économie, ils l'ont appelée l'alchimiste. C'est-à-dire comment nous avons été capables depuis 2 siècles de faire de l'or avec du vent, du sable, voilà. Et à un moment donné, le problème, c'est que l'or redevient du sable, parce qu'en fait, c'est une illusion. Nous sommes face à des illusionnistes dont le tour commence à être un peu éventé, tu vois. Et tu sais, on passe très vite du lapin dans le chapeau au goudron et aux plumes, tu sais, comme dans un bon western, tu vois. Et là, je pense qu'on n'est pas loin du goudron et des plumes. Ce qui peut être sympa à voir. Alain Soral, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Et à très bientôt. Oui, puisqu'on est quand même concitoyens. On est voisins en plus. Pratiquement voisins. Voilà. À très bientôt. Salut à tous.